Fondateur de Africa Jom Center, Cherif Diop, merci. Bonsoir à Alioune Tine. Bonsoir. Alors, l'actualité est marquée, bien entendu, par le différend qui oppose l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, au garde des Sceaux, Maître Malick Sall. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui s'est passé d'abord? Écoutez, l'UMS est un partenaire stratégique de Africa Jom Center. Nous travaillons ensemble effectivement pour avoir une justice équitable, une justice indépendante. Donc, nous avons un devoir de solidarité par rapport à l'UMS. Et ce devoir, effectivement, nous l'avons exprimé très clairement. Exprimer quoi? Nous avons exprimé notre devoir de solidarité par rapport à l'épreuve que l'UMS est en train de traverser à l'heure actuelle. Donc, cette solidarité, nous l'avons exprimée. Mais cela dit, il est évident qu'il y a une nouvelle donne. Oui. Et par rapport à cette nouvelle donne et par rapport à l'expérience que nous avons aujourd'hui, par rapport aux institutions judiciaires, à leur effondrement, et également aux effets que cela donne dans les pays francophones, il est évident que ce communiqué du premier président de la Cour suprême, il me semble qu'avec la gravité du ton, et également les questions essentielles qui ont été posées, à savoir la séparation des pouvoirs. Je pense que le grand problème que nous avons pour asseoir un état de droit, c'est d'avoir la séparation des pouvoirs. Vous ne pouvez pas avoir un état de droit si vous n'avez pas de séparation des pouvoirs. Vous ne pouvez pas avoir un état de droit si vous n'avez pas une justice indépendante. Je pense d'avoir rappelé ces principes qui sont des principes fondamentaux, qui sont des principes qui figurent dans notre propre constitution et qui ne sont pas souvent respectés. Et dans les constitutions africaines, et qui ne sont pas souvent respectés, ça peut avoir les pires effets. Quand on entend le premier président de la Cour suprême dire qu'il faut arrêter quand même de politiser la magistrature, un secteur aussi stratégique que la magistrature, c'est quand même très grave. Et puis que les magistrats également aient un comportement à ne pas semer le doute. Il a demandé un comportement exemplaire des magistrats. Et pour leur crédibilité, pour la dignité de la fonction. Et pour l'indépendance. Et pour leur propre indépendance. Il me semble que ça, c'est indispensable de faire ces rappels. Et qu'effectivement, au niveau des sanctions, ils sont jugés par leur père. Je pense que c'est extrêmement important également de le rappeler. Mais en même temps aussi, les attaques à la justice, ce sont des attaques récurrentes. Même celles que nous vivons à l'heure actuelle sont des attaques contre la justice. Et ils ajoutent, y compris par les juges eux-mêmes. Il me semble que ça, c'est extrêmement important quand nous avons vu ce qui s'est passé à Kaolack, avec quand même des magistrats que moi-même j'ai connus, qui sont exemplaires, qui ont une réputation internationale. Il me semble que c'est très important parce qu'aujourd'hui, le malaise, parce que le mot est prononcé, le malaise, il est extrêmement profond. Il n'y a pas si longtemps, la justice était en crise avec les greffiers, qui ont fait plus de 2 semaines de grève. Et aujourd'hui aussi, il y a, comme on dit, une pression extrêmement forte sur le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le fait de dire, pour avoir une justice indépendante, il nous faut de la sérénité, c'est important. Vous avez fait état tout à l'heure de l'effondrement de la justice dans certains pays africains. Est-ce que nous sommes à ce stade au Sénégal? Est-ce qu'on peut parler d'effondrement de ce secteur? Nous ne sommes pas encore dans ce stade. Oui. Parce qu'en réalité, les institutions judiciaires sont les ventres mous des institutions démocratiques en Afrique. Je prends le Mali. Je suis quand même l'expert indépendant du Mali. Écoutez, la Cour constitutionnelle s'est effondrée. C'est presque l'État s'est effondré avec. Il n'y avait plus d'institutions. Et qu'est-ce qui s'est passé au coup d'État militaire? Et donc, il me semble que nous devons aussi apprendre des leçons de ce qui se passe. Moi, je dis que le Mali, c'est un tout petit peu le miroir de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est déformant, mais à des degrés. Donc, nous sommes à un certain degré. Je peux rappeler aussi
Écoutez ce qui se passe aussi en Guinée. Je viens de la Guinée il n'y a pas longtemps, avec la Cour constitutionnelle qui est souvent attaquée. Donc, si nous avons des institutions judiciaires complètement discréditées, qu'est-ce qui se passe? C'est la violence. Absolument. C'est absolument, effectivement, l'ouverture à la violence et l'ouverture également à la vulnérabilité de l'État. Donc nous avons intérêt, quand effectivement nous avons des situations de cette nature, effectivement de faire preuve de beaucoup de raison. De faire appel à la raison, de faire appel à la responsabilité. Et cet appel aussi, il est fait dans le texte. Pour que, effectivement, comme il l'a fait, j'ai dit, bon, pour la première fois, on voit quand même un magistrat de ce niveau dire, écoutez, voilà notre territoire, voilà le territoire de l'exécutif. Et donc, dire attention aux immixtions, que ce soit l'immixtion, comment dirais-je, du pouvoir exécutif, pour laisser quand même l'indépendance à la magistrature. Quand on entend le premier président... Mais je vais vous dire, il y a des pays où ça fonctionne. Ça veut dire que où l'arbitrage fonctionne, surtout en politique. Nous avons des problèmes avec la politique. Vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire aussi, je peux citer la Côte d'Ivoire. Hein. La Cour constitutionnelle est en train de subir tous les foudres de l'opposition. Comme ce qui s'est passé il y a 10 ans en Côte d'Ivoire, en 2010. Mais prenons le Malawi. Quand il y a eu le contentieux électoral, et quand les juges, ils l'ont réglé, mais il n'y a pas de problème. Le pays marche très bien. Et je peux prendre le Kenya. Mais le Kenya, quand il y a eu l'élection présidentielle, écoutez, tous les observateurs internationaux ont dit tout s'est bien passé, ils sont partis. Les juges ont regardé de la Cour suprême et ils ont invalidé l'élection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, les deux, le président de la République et bien sûr le chef de l'opposition, ils marchent la main dans la main. Donc ça a amené le calme. C'est extrêmement important que les juges, surtout à ce niveau, puissent avoir les capacités, franchement, de trouver les réponses les plus appropriées quand la société est en danger. S'ils ne le font pas, il est évident qu'on va assister à la violence comme on l'a vu depuis très longtemps. Et de mon point de vue, il nous faut non seulement des réformes, parce que nous avons de bons textes. Oui. Les textes du Sénégal sont quand même des textes qui sont bons, textes de la Constitution. Le problème, c'est le comportement. Autant le comportement des juges doit être un comportement exemplaire, autant les comportements du membre du gouvernement doivent être exemplaires. Et ce n'est pas toujours le cas. Et éviter effectivement aussi des débats qui nous mettent dans la boue. Mais si on se fie au communiqué donc, de la Cour suprême, signé par le premier président de la Cour suprême, est-ce qu'on peut parler de la théorie de séparation des pouvoirs au Sénégal? Est-ce que réellement les pouvoirs quand même sont bien séparés et que l'exécutif respecte le législatif également et le judiciaire? Non, le problème que nous avons, nous l'avons dit, hein, on a sorti quand même un rapport sur lequel nous avons bien travaillé. Et je pense que les gens devraient lire attentivement. C'est les pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il est évident que le grand problème que nous avons en Afrique francophone, c'est que la séparation des pouvoirs existe tout simplement de façon théorique. Existe dans les textes, mais pas dans la réalité. Par exemple, le fait, d'évoquer l'inamovibilité des juges, qui est quand même un principe constitutionnel au Sénégal. Mais ça n'existe pas. Et ça, il faut que ça se règle. C'est important. Le fait également des nominations, je pense que ça aussi, il faut le regarder, c'est extrêmement important d'y veiller. Et toutes ces choses-là méritent un débat, une discussion calme, sereine, pour voir qu'est-ce qui va consolider nos États au moment où, dans notre sous-région, nous assistons à une véritable décomposition des États post-coloniaux. Carrément, ça ne marche pas. Par exemple, tu prends le suffrage universel, c'est en crise partout. Prenez le Niger, surtout en pays francophone. C'est en crise partout. Je peux donner également l'exemple, par exemple, de la Guinée-Bissau. Le comportement de la Cour suprême en Guinée-Bissau, qui n'a pas voulu valider l'élection, mais a amené les militaires dans le champ. Ce sont les militaires qui pratiquement ont installé aussi le président bissau-guinéen. Donc il nous faut regarder toutes ces pathologies de façon sereine, de façon tranquille, les analyser et également essayer de trouver les réponses. Et ce qui est grave aujourd'hui,
c'est qu'en réalité, les mécanismes de régulation sur le plan régional et sur le plan international, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sauf que dans cette affaire de Télico, Maître Sall, le ministre de la Justice, on n'a pas quand même entendu pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est personne d'autre que le président de la République, appeler à des concertations. Il a laissé pourrir la situation, il a laissé les attaques contre le ministre de la Justice, sans rien dire. Le ministre de la Justice, d'ailleurs, qui devrait faire face à la presse demain, sauf changement de calendrier. Alors, quelle est votre analyse par rapport au mutisme du président du Conseil supérieur de la magistrature et qu'attendez-vous du discours de Maître Sall demain? Moi, j'aurais quand même si j'étais le ministre, je ne parlerais pas. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire, de mon point de vue, d'entreprendre une polémique sur cette question après quand même la mise en garde. Je pense que nous avons besoin de sérénité. Il faudrait aussi appeler à l'apaisement. Mais justement, après ce qui s'est passé, on n'a qu'à laisser le cours des choses y aller. Que le ministre réponde. On a entendu aussi le directeur, comment dirais-je, des droits de l'homme. Donc, je pense que nous sommes à un moment où il nous faut faire preuve de responsabilité, de sérénité et rester le cours des choses. C'est mon point de vue. Maintenant, il est évident que nous avons besoin, à la tête de la justice, des gens qui puissent maîtriser leurs nerfs. C'est très important. Qui puissent avoir une autorité. Et qui puissent aussi avoir suffisamment de diplomatie et de flexibilité pour avoir quand même comme on dit, une compréhension intelligente. Et de trouver des solutions intelligentes. Ce n'est pas le cas avec Maître Sall. Mais je ne sais pas, mais quand je vois quand même la multiplicité des conflits, il est évident que je puisse me poser des questions. Parce que moi, quand même, j'ai reçu les gens, les greffiers, j'ai discuté avec eux, j'ai discuté avec le ministre même. Et j'ai fait des efforts de médiation avec mon ami Ogosek, vous savez. Donc, pour essayer de trouver des solutions. Mais quand les conflits se répètent, et quand c'est une institution comme la justice, nous avons besoin souvent de voix très fortes, de voix très autorisées pour dire, écoutez, le moment est venu effectivement de faire appel à la responsabilité, appel à la sérénité, parce que la justice a besoin de ça. Et le mutisme du président dans tout ça, ça ne vous gêne pas un peu? Bon, s'il a son ministre, il a quand même des façons de réagir par rapport à son ministre. Donc, mon point de vue, vraiment, c'est de ne pas entretenir l'engrenage, parce qu'on ne sait pas où ça va mener. Et également de faire preuve de beaucoup de responsabilité. Et peut-être que si c'est une intervention opportune, c'est effectivement pour appeler au calme. Parce que, vous savez, il ne s'attaque pas, comme on dit, à un petit gibier. Hein. Si ça fait du bruit avec Télico, c'est parce que Télico incarne d'une certaine manière aussi l'image, quelque part, de la magistrature, presque dans sa globalité. C'est ça qui explique d'ailleurs la situation. Et de mon point de vue aussi, les États sont souvent, et les politiques sont souvent assez subtils. Et puis, il me semble qu'il y a des choses qu'il faut discuter sur la question de l'obligation de réserve. C'est quelque chose qu'il faut discuter. Parce que, en réalité, c'est le débat judiciaire, dans le débat judiciaire de façon globale, la magistrature, qui est quand même un acteur fondamental là-dedans, ne peut pas être absent. Dans certains pays, pour que la jurisprudence se développe, mais tout le monde participe au débat. Mais leur dire, taisez-vous, pas de débat, il faut réexaminer, si vous voulez, un certain nombre d'aspects concernant l'obligation de réserve, surtout pour les magistrats. C'est vrai qu'il faut préserver, coûte que coûte, densifier la dignité de la fonction, c'est extrêmement important. Recrédibiliser l'institution, c'est extrêmement important. Mais de mon point de vue aussi, il ne faut pas censurer le débat scientifique sur, effectivement, les décisions de justice pour nous permettre d'avancer. Les jurisprudences, ça doit permettre à la société d'avancer. Vous demandez à la suppression de l'obligation de réserve? Je ne demande pas la suppression. Je dis, je demande qu'on réfléchisse sur la notion de l'obligation de réserve. En quoi
des fois ça peut porter préjudice au débat sur la justice. En quoi, par exemple, des acteurs fondamentaux comme les magistrats peuvent être privés des fois de réflexions qui sont des réflexions souvent extrêmement utiles. Hein. Sinon, écoutez, des fois on garde les choses et quand ça sort, tout le monde est surpris. On a été tous surpris par le débat qui a eu lieu avec la Cour d'appel de Kaolack. Et tout ça là, ça mérite réflexion. Tout ça mérite réflexion. Monsieur Tine, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de comportement exemplaire, donc du côté des magistrats, mais également du côté de nos ministres, de nos administrateurs également, de nos gouvernants. Aujourd'hui, est-ce que la posture ou le comportement du ministre Mansour Faye de ne pas déférer à la convocation de l'OFNAC est un comportement vraiment à décrire? J'étais extrêmement surpris, j'avoue, parce que j'ai suivi ça en direct. Cette institution a été créée par le président de la République. Cette institution, quand même, qui est une institution fondamentale pour la redevabilité. On ne peut pas être ministre, gérer l'argent des Sénégalais et dire je ne suis redevable que devant le président de la République, qui est l'exécutif. Quand même, les institutions, comme on appelle, ce sont les institutions administratives indépendantes. C'est quelque chose qui, si vous voulez, arrive comme quelque chose de qualitatif pour la démocratie, pour la bonne gouvernance. On ne l'a pas mis pour rien. Et moi, je me rappelle quand, effectivement, le président était à Saly, pour dire la CREI, c'est pour les autres, mais en s'adressant à ses partisans, l'OFNAC, c'est pour vous. Et de mon point de vue, il faut faire extrêmement attention. Nous avons besoin d'institutions solides. Le président de la République, il ne faut pas le transformer en despote. Parce que les régimes despotiques, ce sont les régimes effectivement qui, en réalité, travaillent à la suppression de toutes les institutions. Pour que c'est dangereux. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où l'Afrique de l'Ouest est extrêmement fragile. Et de mon point de vue, c'est à la fois le sens des responsabilités de la société civile, des citoyens, le sens des responsabilités des élites politiques et également des élites de l'administration qui pourront faire effectivement qu'on puisse redresser les choses. Mais sinon, écoutez, vous êtes ministre, vous dites, écoutez, moi, les institutions, je m'en tape. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le dire. Je pense que Mansour devrait effectivement venir réexaminer ses propos. Il s'est quand même réajusté justement lors de sa conférence de presse pour dire que je suis prêt à répondre à la convocation des corps de contrôle habilités de l'État. Mais on s'en réjouit, c'est une très bonne chose. Son erreur, peut-être. Non, c'est une très bonne chose. Oui. Certainement, on lui a dit, mais écoutez, vous avez fait une erreur. Quand vous faites ça, qu'est-ce que le citoyen va faire? Si vous n'avez pas un comportement exemplaire, vous ne pouvez pas exiger du citoyen un comportement exemplaire. Alors, ce même Mansour Faye nous a habitués peut-être à des feuilletons. C'est dans une autre affaire, l'opposant à Ousmane Sonko. Vous avez certainement suivi l'affaire qui défraie un peu la chronique. Il y a des gens qui pensent que ce n'était pas important. Ce sont vraiment des choses qui n'intéresse pas les Sénégalais, mais est-ce que vous avez le même point de vue? Est-ce que pour vous, ce débat devait se tenir? Mais écoutez, ça a été amplifié par la presse, malheureusement. Ça c'est de l'infra signifiant. Et de mon point de vue, il faut que, aussi, quand on a des responsabilités politiques éminentes, éviter ce genre de débat, parce que ça porte préjudice à l'image même du politique, à l'image de la crédibilité du politique de façon globale. Si aujourd'hui, par exemple, nous avons au Mali un imam qui incarne le leadership politique, parce que c'est un combat politique, mais ça signifie quelque chose. Ça veut dire effectivement, à force vraiment d'alternance, sans alternative, sans vision, sans projet de société, finalement, la politique n'a plus de sens, n'est plus audible. Il faut faire attention. C'est ce genre d'acte, de propos vraiment qui finissent par dégoûter les gens. Parce que ça aussi, c'est un signe des pathologies de notre démocratie. Il faudrait redonner la noblesse à la politique. Et ce n'est pas effectivement dans ce genre de débat qu'on puisse... Vous trouvez que la politique a perdu toute sa noblesse avec ces genres d'actions? Elle n'a pas... Ce genre d'action peut effectivement faire perdre à la politique sa noblesse. La politique, c'est vraiment un acte noble. Il faut le faire avec tout le sérieux qu'il faut. Il faut le faire avec toute la gravité qu'il faut.
et vraiment ne pas nous donner ce genre de spectacle qui aura des pâquerettes, je dirais même des pâquerettes naines. Avec la diffusion de l'audio, est-ce que Cheikh Issa Sall, qui a reçu l'audio en question, est sous le coup peut-être de la loi avec les données... Vous permettez que vraiment que je ne continue pas ce débat sur cette question parce que je trouve que c'est anodin. Je ne peux pas dire à la presse, écoutez, c'est pas la peine d'en rajouter. Franchement, il faut arrêter ce débat-là. C'est quelqu'un qui veut aller voir le président. Le président, je pense qu'il n'y a pas un seul Sénégalais qui ne soit pas digne de dire, écoutez, président, je veux vous recevoir, vous parler. A fortiori. Oui, c'est le problème qui s'est posé dans cette affaire, c'est-à-dire qu'au début, Sonko a nié. C'est ce que quand même qui a un peu irrité certains Sénégalais. Pour venir, après dire, voilà, que ça s'est tenu comme ça. Sincèrement, je ne veux pas mais il y a une loi sur les données personnelles, par exemple. Je ne veux pas commenter ça. Mais il faut que les politiciens, comme dit l'autre, pour les juges, aient un comportement exemplaires. Nous en avons besoin parce que c'est les institutions. C'est eux, vraiment les partis politiques qui concourent au suffrage universel dans nos textes. Donc qui ont la responsabilité de gérer ce pays. Il faut qu'ils respectent les Sénégalais par leur attitude et leur comportement. Oui, alors, quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé à Terme Sud? Bon, c'est vrai. On apprend ce matin par le ministre des Forces armées que l'État a attribué les 15 hectares à l'armée. Et que même la Comico devrait quitter prochainement. La Comico qui détenait par exemple les 2 hectares. Oui. Et 119 familles également sont exclues. Il faut mettre tout ça dans ce qu'on appelle la pression foncière que nous subissons aujourd'hui au Sénégal. Tous les jours que Dieu fait, nous avons des problèmes du foncier. Maintenant, c'est également une institution, l'armée. Quand vous avez des problèmes avec l'armée, quel que soit le problème, c'est extrêmement sensible. Donc, moi-même, je m'en suis ouvert pour être très sincère avec vous et aux autorités qui m'ont dit qu'ils vont trouver une solution. Oui. Et ça m'a rassuré. Oui. Alors, Alioune, pour boucler peut-être par les dossiers de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe, des élections vraiment qui sont peut-être électriques avant l'heure. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse par rapport à la situation en Guinée et en Côte d'Ivoire? Que ce soit la Guinée ou la Côte d'Ivoire, ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a eu le coup d'État, ça a mobilisé vraiment en permanence pratiquement la CEDEAO. Le coup d'État au Mali. Le coup d'État au Mali. Le coup d'État au Mali, ça n'a pas produit beaucoup de dégâts du point de vue de l'instabilité, du point de vue du nombre de morts. En Guinée, depuis que effectivement on a décidé, le président a décidé de dire écoutez, on va changer la constitution. Jusqu'à maintenant, c'est plus d'une centaine de morts qu'on compte. Beaucoup de morts. Et il n'y a pas si longtemps aussi, en Zéré-Corée, il y a les rapports qui sont sortis, c'est des dizaines de morts. Si bien que la mort d'un individu en Afrique devient quelque chose de totalement banal. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et c'est également grave. Ça n'a pas fait l'objet d'une mobilisation de la CEDEAO. Or, ça n'a pas fait même l'objet d'une mobilisation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est intégrée dans le protocole additionnel sur la démocratie et la gouvernance. Alors, ça, c'est extrêmement inquiétant, cette espèce de régression sur le plan démocratique, de régression également de la région sur le plan des droits humains. C'est très grave. Côte d'Ivoire, pareil. Et pourtant, je vais poser une autre question par rapport à la Guinée. Et de toute façon, vous allez avoir... Nous revenons de Guinée. Malgré tout ce qui s'est passé... notre déclaration va sortir. Mais quelqu'un disait également le troisième mandat, par exemple, pourrait déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. En fait, absolument. Sur la Guinée, je voulais juste, avant cette question de troisième mandat, dire que le FNDC s'est quand même battu pour que Condé n'ait pas un troisième mandat. Mais malgré tout, il est quand même allé aux élections. Il y a eu ce nombre de morts, vous avez dit une centaine, mais malgré tout, une bonne partie de l'opposition a décidé d'aller aux élections. Ça pose quand même problème. C'est ce qui nous est arrivé avec le 23 juin. C'est-à-dire que vous avez le troisième mandat. Si vous n'avez pas gain de cause avec, je veux dire, la rue, vous pouvez l'avoir avec les urnes. Mais les gens doivent continuer la mobilisation en Guinée. Et
avec la Guinée et tous les gens de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la question du troisième mandat, c'est une question de mobilisation de tous les démocrates. Je ne parle même pas de la société civile seulement. Parce que quand un pays est dans une situation d'instabilité, mais ça ne profite même pas au business. Alors, les gens se disent, il n'y a que le problème, que la société civile. Ça ne profite pas aux hommes politiques. Ça ne profite pas aux citoyens, cette déstabilisation. Donc, il nous faut ensemble, je veux dire, les Africains de l'Ouest, citoyens de l'Afrique africains de l'Ouest, je veux dire, journalistes, hommes d'affaires, les hommes politiques, démocrates, pour stabiliser les 2 mandats, pour dire on a 2 mandats, vous faites 2 mandats et la vie continue. Étant président ou n'étant pas président, comme dit Diouf, c'est Abdou Diouf qui l'a dit, hein, il existe une vie après le palais. Et maintenant, ça peut être même une très belle vie après le palais. Vous pouvez même venir dans la société civile comme le font les Américains. Oui, absolument. Mais écoutez, il n'y a absolument rien, il n'y a rien de plus gratifiant que quand vous avez atteint un niveau de dire, écoutez, maintenant je me mets à la disposition des êtres humains. Je me mets à la disposition de l'humanité. Mais dans ces pays-là, juridiquement, le troisième mandat est accepté en fonction de leur nouvelle constitution. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que cela ne veut pas dire, par exemple, nous avons en face de nous la faiblesse de la justice, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Le troisième mandat, le mot troisième mandat n'existe dans aucune constitution. Ça n'existe dans aucune constitution. Je pense que le premier point, c'est de dire, écoutez, une constitution a été acceptée. Vous faites un référendum rien que pour cibler la limitation de mandat, qui a été un tabou, qui a été vérifié, sur lequel tout le monde était d'accord. Je pense que c'est ça qui est inacceptable. Et c'est ça qui crée de la violence. Si effectivement on avait des cours suprêmes suffisamment indépendantes pour dire au président de la République, quand le président de la Cour suprême guinéenne avait dit au président lors de son investiture, il faut faire tout pour ne pas toucher à la limitation de mandat, mais il l'a viré comme on vire un fonctionnaire. C'est comme si ce n'était pas une institution. Je pense que c'est ça le problème que nous avons avec, comment dirais-je, en Afrique francophone. Il nous faut maintenant essayer d'avoir, je ne dirais pas, comme on dit, un gouvernement des juges. D'ailleurs, les francophones sont habités par cette, comme on dit, cette psychose du gouvernement des juges. Mais ça nous vient de la France. La France, dans leur propre constitution, ils parlent d'autorité judiciaire. Mais n'empêche que la justice française, quand même, a une certaine indépendance. Ils ont poursuivi un président en exercice, ce qui n'est pas encore possible ici. Nous, on n'en est pas là. Mais il faut que les juges et que l'institution judiciaire essaye de préserver la société et de préserver les institutions par son comportement, son savoir-faire, son sens des responsabilités. Oui, aujourd'hui, est-ce que le jeune président bissau-guinéen qui a osé regarder les chefs d'État membres de la CEDEAO pour leur dire que le troisième mandat est source de conflits ou de coups d'État, est-ce qu'il ne risque pas gros quand même? Il a bien fait. Et je pense qu'il faut saluer le courage quand même de Embalo. Hein. Oui. Vraiment, moi je l'ai connu Premier ministre, je l'ai rencontré, discuté avec lui. Bon, et puis, il n'y a pas lui. Oui, le président. Il y a Boari. Oui. C'est pas fini. Il y a le Ghana. Le Ghana, un président qui a fait un seul mandat, il vient dire, mais écoutez, il n'est pas pensable qu'un président de la République élu au Ghana puisse penser à un troisième tour. Il nous faut ça au Sénégal aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas pensable qu'un président élu au Sénégal puisse demander un troisième mandat. Je pense que ça c'est extrêmement important parce que ça stabilise, ça rassure, ça crédibilise. Et nul n'est indispensable. Il n'y a que les indispensables qui sont vraiment aujourd'hui dans les cimetières. Donc je pense que tranquillement il nous faut aimer les Africains, aimer leur vie, aimer leur intégrité physique et aimer surtout leurs institutions, préserver, travailler à renforcer les institutions. Sinon, on parle de troisième mandat, je ne vous coupe pas, on parle de troisième mandat, mais certains également évoquent le respect du calendrier républicain. Les élections, les échéances peut-être prochaines, on parle des locales, pourront peut-être repousser ou reporter. Est-ce que ça rime avec la démocratie? Vous savez, les locales et la décentralisation, c'est la chose la plus importante de mon point de vue si on veut un développement durable.
quelqu'un qui habite Ziguinchor qui dit je peux vivre ici et puis tekki, comme on dirait, vivre, avoir tout ce que je veux dans mon terroir. Oui. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour ne pas dire qu'il n'y a que Dakar. Ou effectivement, si ce n'est pas Dakar, c'est ailleurs. Il faut faire en sorte que les gens, là où ils sont, mais si vous ne créez pas la démocratie là-bas, si vous ne créez pas de bonnes administrations sur place, s'il n'y a pas des élites sur place, mais tout ça, ça fait problème. Ça aussi, ça se travaille, parce que je ne pense pas que la décentralisation est fait véritablement bon. Donc, ça aussi, c'est par le respect du calendrier électoral concernant les élections locales. C'est extrêmement important. C'est prendre au sérieux. Oui. Et également au sérieux, au même niveau que le suffrage universel pour la présidentielle, le suffrage universel pour effectivement les maires, les élus locaux, que pour effectivement aussi les députés et à l'Assemblée nationale. C'est très important. Est-ce qu'il ne faut pas en Afrique quand même penser à une alternance générationnelle au niveau des gouvernances pour quand même pouvoir parvenir à une refondation démocratique? Ce n'est pas une alternance générationnelle qui de façon automatique. Il faut que les gens soient bien formés. Il faut que les gens soient responsables. Il faut qu'effectivement aussi que... vous savez, aujourd'hui, si vous avez les jeunes qui veulent être candidats à la présidence avec les lois qu'on a sur le parrainage, mais avec ce qu'on demande comme caution. Mais écoutez, comment voulez-vous avoir, de mon point de vue, la possibilité d'avoir une alternance générationnelle avec autant, même pour les femmes? On n'a pas vu une seule femme qui a franchi le seuil pour être éligible. C'est très grave pour un pays comme le Sénégal. Donc, il nous faut réfléchir. Nous ne pouvons pas avoir une démocratie de qualité en excluant les jeunes générations et en excluant les femmes, et que l'argent, effectivement, dicte sa loi quand on veut être président de la République. Je pense qu'il faut repenser à tout ça. C'est très important pour la qualité de notre démocratie. Et puis la démocratie, ce n'est pas la démocratie intermittente. La démocratie où on dit, tiens, il n'y a que l'élection présidentielle qui compte, les gens se battent. Donc, il faut qu'entre-temps, qu'on essaye de voir comment nous pouvons, c'est ça les locales. C'est une respiration qui doit être continue. Et il faut effectivement que les autres institutions qui sont là pour apporter du progrès, ça veut dire l'OFNAC, les institutions administratives, que ça soit respecté, que ça soit renforcé, et que leur autorité prévale, c'est important. Oui. Merci beaucoup, Alioune Tine, fondateur de Afrikajom Center. Merci également à vous, Mamadou Fall. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi.